sur le chemin, c'est Doubler la beauté avec ça. Jusqu'ici. Oui. Oui. Aujourd'hui, les publications universitaires vous proposent d'aborder la question de l'intégration des Amériques en compagnie du sociologue Dorval Brunel. Avec le sourire. Trouvez ça drôle? Trouvez ça drôle, vous? Dorval Brunel est professeur au département de sociologie de l'UQAM. Il enseigne depuis longtemps la sociologie de la mondialisation, les institutions internationales et la sociologie du droit. Il sera avec nous aujourd'hui pour parler de son dernier livre, Chronique des Amériques, du sommet de Québec au Forum social mondial, publié aux presses de l'Université Laval. Monsieur Brunel, pourquoi l'échec du projet de zone de libre-échange des Amériques, la ZLEA, a-t-il été un point non négligeable dans l'évolution de l'Amérique? Grosse question pour commencer. C'est une grosse question, mais c'est une question assez intéressante. En fait, ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est me placer dans la position d'être à la fois analyste et témoin. Parce que tout ce processus de contestation de ce qu'on appelle l'intégration à grande échelle dans les Amériques a commencé en parallèle au Québec, en même temps que ça s'est fait en Amérique latine. Alors, pour aller tout de suite au résultat, ce qu'il faut voir, c'est que c'est la première fois qu'on a assisté à une mobilisation à cette échelle dans les Amériques autour du projet, comme vous l'avez dit, de zone de libre-échange, mais un projet encore plus large, un projet d'intégration à très grande échelle qui comprenait une dimension commerciale, qui comprenait une dimension sécuritaire, une dimension culturelle, une dimension des droits, etc. Et tout ça commence à Miami en 1994, dans le prolongement des négociations d'un premier accord de libre-échange à trois, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, qui entre en vigueur, lui, en décembre, en 1er janvier 1994. Bon. Alors, l'année subséquente, le gouvernement Clinton, à l'époque, décide donc de lancer une intégration à 34 des 35 pays des Amériques. Le seul qui est exclu, c'est Cuba, pour des raisons qu'on connaît, les révolutions, 1959, etc. Donc, il y a ici quelque chose de très intéressant qui se produit, qui est une mobilisation parallèle dans 36 des pays, des 35 des pays, en fait, parce qu'il y a deux mobilisations parallèles, Canada et Québec. Alors donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette chronique? C'est suivre les étapes de toute la contestation qui va se faire en parallèle avec la négociation officielle. Ça commence donc en 1995 à peu près, et ça finira en 2005 par une victoire citoyenne dans la mesure où les chefs d'État vont décider en Argentine, à l'automne 2005, de laisser tomber le projet. Le projet s'avère irréaliste. Il y a trop de gouvernements latino-américains qui sont contre, donc on laisse tomber la chose. Alors, il y a une période de 10 ans autour de laquelle on a cette mobilisation à très grande échelle. Là, on a mobilisation Québec, Canada, États-Unis, etc., jusqu'au sud. Et ces organisations-là se retrouvent dans une initiative qui est peut-être unique au monde, qui s'appelle l'Alliance sociale continentale, qui est une espèce d'alliance de mouvements sociaux de 35 des pays des Amériques, Cuba y compris même dans ça. Donc, c'est ça que j'ai voulu faire, à la fois donc, comme analyse et comme témoignage, parce qu'une fois que le projet est tombé, 2005, on n'en parlera plus de cette mobilisation-là. Donc, c'est un peu un devoir de mémoire, là, quelque part, que j'ai voulu faire. Quel était le projet politique qui était derrière la ZLEA? Le projet politique de ZLEA, c'est intéressant comme question. Le projet politique de ZLEA, c'est vraiment une espèce de stratégie de la part des États-Unis de vouloir refonder les Amériques. On a déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, un accord de libre-échange à trois, Canada, États-Unis, Mexique. Et alors là, l'idée, c'est d'essayer de l'élargir. Alors, la dimension qui est la plus intéressante, ce sont toutes les dimensions autres que commerciales. Quand on lance le projet a un nom, ça s'appelle la mise en place d'une communauté des démocraties. C'est ça, le projet officiel s'appelle Communauté des démocraties. Et dans ce projet, il y a, comme j'ai mentionné tantôt, éducation, travail, environnement, sécurité et commerce. C'est seulement à compter de 1998, à la négociation du deuxième sommet officiel qu'on aura à Santiago, au Chili, qu'on lancera les négociations commerciales. C'est-à-dire qu'on va décider que de toute la panoplie des domaines dans lesquels on peut faire l'intégration, là où c'est le plus important, c'est dans le domaine commercial. Pourquoi? Parce que le projet, à ce moment-là, est poussé par les gens d'affaires qui disposent d'une espèce de lobby officiel qui est reconnu par les négociateurs, qui s'appelle America's Business Forum, qui est reconnu très tôt, qui est reconnu à Denver, au Colorado, dès 1995. Donc, on a quelque chose de très intéressant.
Ce qu'on n'avait pas d'ailleurs dans l'ALENA, ce qu'on n'avait pas dans l'accord bilatéral Canada-États-Unis, on a une négociation où il va y avoir deux acteurs, en fait, l'acteur officiel, l'acteur gouvernemental, avec bien sûr toute sa panoplie des tables de négociation, mais en parallèle, un acteur reconnu qui est les gens d'affaires des Amériques. Hein. Donc, bien sûr, là, il y a une espèce d'asymétrie qui apparaît assez intolérable pour tout le reste. Où sont les autres citoyens? Où sont les groupes sociaux? Où sont les organisations, etc., dans une négociation comme celle-là? Donc, une des revendications qui va être portée très, très tôt, c'est l'élargissement de cette table de consultation aux représentants, en particulier des syndicats, mais pas seulement d'eux. Donc, il y a une espèce de... Le mot d'ordre de la critique de toutes ces organisations, ce sera cette idée de déficit démocratique. Pourquoi y a-t-il deux acteurs pour chacune des négociations, pour chacun des pays, pardon, et qu'il n'y a pas une autre représentation? Quand on analyse les termes libre-échange, ce sont des mots qui semblent plutôt anodins, mais on remarque une opposition partout en Amérique. Que cache le libre-échange sous ces termes? C'est que la notion, c'est très porteur, hein? Appeler ça libre, qui peut être contre le libre, la liberté? Le problème, bien sûr, c'est que le libre-échange, c'est d'offrir un avantage comparé indu à tout ce qui est les grandes entreprises, les grands monopoles. C'est à la limite la libéralisation pour les plus gros. Pour les plus gros. Et une libéralisation qui a un objectif central, c'est de déréglementer tout ce qui est propriété publique. Donc, tout ce qui est nationalisé, tout ce qui est contrôle public. C'est une espèce de nouvel Eldorado à ce moment-là. Tous les pays des Amériques sortent d'une phase de très forte intervention des gouvernements dans l'économie, dans la société, dans la culture, etc. Ça, c'est l'héritage en profondeur historique, c'est l'héritage de la Deuxième Guerre. Tous les gouvernements n'ont fait qu'intervenir dans l'économie au cours de ces années. En Amérique latine, par exemple, il y a plusieurs constitutions qui prévoient que les ressources naturelles appartiennent au gouvernement. Il y a même des constitutions qui prévoient que certains secteurs reviennent, richesses naturelles, le pétrole, richesses énergétiques, reviennent au gouvernement. Bon, elles reviennent à l'État. Alors, une des conséquences très intéressantes de ces accords de libre-échange, c'est que dans bien des cas, commençant par le Mexique, dans bien des cas, il va falloir déconstitutionnaliser la propriété publique pour pouvoir permettre au secteur privé d'entrer. Donc, tout de suite, quand on dit ça, ça veut dire que le libre-échange entraîne des modifications constitutionnelles. Bien sûr, les gens ne sont pas tellement sympathiques à cette idée de céder des richesses naturelles à des propriétaires de monopoles étrangers en particulier. Donc, d'où la contestation. Dans bien des cas, la contestation, d'ailleurs, va devenir très forte, précisément à cause de cette idée que le libre-échange, entre guillemets, implique qu'on doive modifier sa Constitution. Le libre-échange, tel qu'il est défini aujourd'hui, ne s'arrête pas qu'aux questions des tarifs douaniers. Rien à voir. D'ailleurs, c'est à peu près acquis, là. Après 50 ans de négociations à l'intérieur du General Agreement for Tariff and Trade, le GATT, avec la création de l'OMC, tout ce qui est tarif, là, on a pas mal ramené ça à des niveaux qui sont des niveaux très, très bas. Ce n'est plus à ce niveau-là que ça joue, là. C'est pas dans la circulation des brosses à dents que le problème se pose, là. C'est même pas dans la circulation des produits. Le problème se pose au niveau de l'approvisionnement. C'est très stratégique. Ça se pose au niveau de l'approvisionnement énergétique, les richesses naturelles, le pétrole, le gaz, etc. Ça se pose au niveau de la propriété publique qui, si le Nicaragua, si le Costa Rica privatise son secteur d'éducation, qui va le remplacer? Donc, c'est ça la question. Et il faut voir que le libre-échange, derrière la notion de liberté, aussi quelque chose de très libéral au sens plus philosophique du terme, si on veut, c'est que c'est un avantage indu qui est toujours accordé aux plus puissants. Il y a une asymétrie dans les négociations des accords de libre-échange qui est très forte. Et c'est bien sûr, quand vous mettez deux partenaires qui sont libres, l'un face à l'autre, en général, c'est le plus gros qui l'emporte. Et c'est une des conséquences, d'ailleurs, de ces accords de libre-échange que d'avantager en particulier les États-Unis, mais aussi le Canada dans ces négociations-là. Et ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que les accords de libre-échange imposent un renoncement des acteurs publics et des États à leurs prérogatives communes, comme les interventions pour améliorer des situations sociales? Oui, de manière polémique, on parle alors d'États prédateurs. Alors qu'on avait par le passé, pour faire vite, là, alors qu'on avait par le passé un État qui avait la responsabilité de protéger les biens publics, à compter des années 80, en Amérique du Nord surtout, on a une espèce de renversement de tendance où l'État devient lui-même celui qui va privatiser
ses propres biens publics. Donc, il y a vraiment un renversement de tendance qui est très important ici. Et c'est un renversement de tendance qui, reprenez à l'expression de déficit démocratique de tantôt, non seulement un renversement de tendance qui implique un rapprochement entre les exécutifs et les gens d'affaires, mais un renversement de tendance qui implique aussi une mise à l'écart des parlementaires. Parce que donc, ce qui arrive à l'intérieur des gouvernements, c'est qu'il y a une espèce de dissociation entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et à l'occasion de cette dissociation-là, les exécutifs se rapprochent beaucoup des gens d'affaires. Donc, en quelque part, le pouvoir législatif, d'abord, ne sait pas ce qui se passe. On était vraiment très frappés de voir qu'il ne sait pas ce qui se passe. Donc, très souvent, quand il y a des moments un peu clés de la négociation et qu'on mettait en place des forums parallèles, très souvent, on voyait débarquer les parlementaires qui ne savaient pas de quoi il était question, mais qui se sentaient très bien qu'il y a tout un ensemble de prérogatives au niveau de la négociation qui leur échappaient. Vous dites qu'il y a deux visions concurrentes de l'intégration des Amériques. Il y a une vision qu'on appelle le panaméricanisme et une autre qui s'appelle l'interaméricanisme. En tant que professeur, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux? J'explique la différence entre les deux. Bon, c'est une distinction historique. Le premier mot dont on s'est servi pour désigner le rapprochement entre les républiques des Amériques, c'était la notion de panaméricanisme. C'est la notion qui a été portée par Bolivar sur les fonds baptismaux dans la première réunion panaméricaine qui a eu lieu à Panama en 1826. C'est donc cette vision de vouloir rapprocher les républiques des Amériques. Vous savez que dans les Amériques, à l'occasion des guerres napoléoniennes, on a assisté à la multiplication des indépendances. Il y a plusieurs des pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, le Mexique, qui autour des années 1818, 1820, 22, là, ont acquis l'indépendance, mais bien sûr, dans un contexte où ces pays sont encore très morcelés. Il y a 20 pays en Amérique latine. Et donc, l'idée, très tôt, a surgi, elle est portée en particulier par Simon Bolivar, d'essayer de les rapprocher, ces pays des Amériques latines. Pourquoi y a-t-il 20 Amériques latines? Pourquoi on n'en a pas une puissance des États-Unis d'Amérique latine, de la même façon qu'on a des États-Unis d'Amérique? Bon. Alors, l'idée, au point de départ, c'était ça, l'idée de panaméricanisme. Cette idée a été ensuite reprise à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, par les Américains eux-mêmes, donc par les États-Unis, qui ont convoqué, alors c'est assez intéressant, eux ont convoqué, disent-ils, la première réunion panaméricaine, en oubliant bien sûr celle que Bolivar avait convoquée une soixantaine d'années plus tôt. Ils ont parlé de la première. Donc même au niveau de l'histoire, il y a une certaine amnésie qui est mise en œuvre par les États-Unis. Et parce que le projet panaméricain est devenu vraiment un projet américain des États-Unis, et parce qu'à l'intérieur de ce projet, il n'y avait pas la vision républicaine de Bolivar, mais plutôt un renforcement de la situation asymétrique des États-Unis vis-à-vis des autres républiques d'Amérique latine, à ce moment-là, bien sûr, la notion de panaméricanisme est venue contaminée en quelque sorte par celle d'impérialisme, pour prendre un terme assez fort pour désigner cette relation-là. De telle sorte que quand les pays d'Amérique latine, par la suite, ont voulu eux-mêmes engager sur les bases premières d'autres formes de rapprochement, on parle plutôt d'interaméricanisme. De telle sorte qu'à l'heure actuelle, pour répondre à la question, la notion de panaméricanisme est passablement obsolète, elle est désuète. On parle tous d'interaméricanisme, les États-Unis comme les autres. Donc, il faut faire attention à l'heure actuelle parce qu'il y a deux interaméricanismes, au fond. Il y a celui qui s'inspire de Bolivar, qui est plutôt égalitaire. Je dis plutôt égalitaire, il ne faut pas être romantique non plus qu'il faut ici, et une vision plutôt impériale qui est portée par, si on veut, James Monroe et surtout les prolongements de la doctrine de James Monroe. Et donc, l'ASLEA, pour vous, alors, ça s'inscrivait dans quelle catégorie? Atterrissons sur le sujet. Bon, alors, bien sûr, l'ASLEA appartient, tout le projet de communauté des démocraties appartient bien à cette vision interaméricaine héritière du panaméricanisme des États-Unis de Monroe et n'a rien à voir avec la vision bolivarienne. De telle sorte que l'on peut, ce que j'ai fait à un moment donné, on peut réactualiser ces deux figures emblématiques et parler de vision bolivarienne d'un côté et la vision de Monroe de l'autre, qui a été reprise par Clinton et, dans une certaine mesure, reprise aussi par Bush. Donc, il y a vraiment deux interaméricanismes, celui qui s'inspire de Bolivar et celui qui s'inspire de Monroe. Vous qualifiez, on va dire, l'abandon de l'ASLEA d'une victoire citoyenne. D'abord, c'est un succès parce que c'est ça qui était voulu par les organisations sociales depuis le début. Il y avait l'Alliance sociale continentale qui s'est mise en place au Brésil à la fin des années 90. Son objectif central, de sommet des peuples en sommet des peuples, c'était d'arriver à défaire le projet de communauté des démocraties dans son ensemble et surtout le projet d'ILEA pour les raisons que j'ai données.
Dans la mesure où il s'agit d'un espèce de libre-échange faux, de libre-échange qui cautionne les plus puissants et le rôle des plus puissants dans les Amériques, il y avait donc là une mobilisation très importante à mener pour réussir ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ni le premier accord bilatéral Canada-États-Unis, ni l'ALENA n'ont été battus en brèche par les mobilisations sociales. C'est seulement quand le projet a pris une autre dimension, à la grandeur des 34 et 35 dans les Amériques, que là, la mobilisation est parvenue à le casser, le projet. Alors, victoire citoyenne, oui, mais ce n'est pas une victoire qu'on peut imputer uniquement aux mouvements sociaux. Il est clair que la raison pour laquelle le projet d'ILEA a été abandonné, c'est parce que les chefs d'État qui négociaient, eux, ont abandonné. Donc, on voit un peu mieux le raisonnement qu'il faut faire. Si l'abandon du projet de ZLEA est une victoire, ce n'est pas une victoire citoyenne, c'est une victoire politique, mais qui est en partie imputable à une mobilisation citoyenne, c'est clair. Dans quelle mesure? Ça, c'est toute la question. Et je dois peut-être ajouter là, une chose qui est assez intéressante ici, parce que j'ai tendance, après avoir travaillé là-dessus, j'ai tendance à monter un peu en épingle l'importance de cette alliance sociale continentale parce qu'on voit que dans d'autres contextes d'intégration, par exemple en Europe, pour le seul qui est comparable à ce qu'on a eu à l'époque dans les Amériques, il n'y a pas eu de mobilisation aussi forte que cela. Par exemple, autour de la Constitution, autour du projet de Constitution européenne, on a assisté à une convergence, mais la convergence n'a pas réussi à battre en brèche le projet lui-même de la même façon qu'on avait pu le faire dans les Amériques. Donc, il y a quelque chose d'assez original qui s'est produit à ce moment-là autour du projet de Communauté des démocraties par l'ampleur et la capacité qu'ont eu ces mouvements-là, non pas seulement de battre en brèche le projet central, le projet d'ILEA en 2005, mais de battre en brèche toutes ces déclinaisons dans plusieurs des pays d'Amérique latine. Donc, il y a eu des belles victoires citoyennes au pluriel qui ont donné lieu à des changements au niveau du personnel politique. Là aussi, il y a une interface assez intéressante entre la force de la mobilisation dans certains pays et changement politique. Peut-être que celui, à mes yeux, qui est le plus emblématique de ça, parce qu'on l'avait vu atterrir au premier Forum social mondial en 2001, puis c'était un leader cocalero à l'époque, c'est Evo Morales de Bolivie, qui, quelques années plus tard, devient président de son pays. Donc, il y a ici quelque chose qui est très intéressant, là, interface sociale, politique, surtout sur l'Amérique du Sud. Étant donné que le Québec et le Canada sont des régions assez isolées au nord, c'est difficile d'imaginer la nécessité de créer une conscience interaméricaine qui regroupe tous les États de l'Amérique. D'abord, il faut dire une chose. J'ai parlé tout à l'heure de l'interface de l'opposition Bolivar-Monroe. Bon, tout au long de son histoire, le Canada n'est pas là. Le Canada n'est pas dans ce débat panaméricain, interaméricain. On est complètement en dehors de ça, pour une raison très simple. J'ai laissé aller le mot tantôt, c'est qu'on a affaire à des républiques. Tous ces pays des Amériques se rapprochent, se divisent, essentiellement au moins à partir d'un socle politique commun. Il s'agit bien de républiques. Or, comme on le sait très bien, le Canada n'est pas une république, nous sommes une monarchie. Et à titre de monarchie, nous sommes exclus de l'interaméricanité comme de la panaméricanité. Alors, le Canada n'est pas membre de l'OEA. Le Canada devient membre de l'OEA dans les années 70. On est consulté, on a là un poste, mais officiellement, on n'est pas là pour l'Organisation des États américains, pour cette raison-là. Alors, bien sûr, le Canada arrive tard dans les Amériques, mais il n'empêche, toute une foule de liens qui étaient menés. Si l'identité canadienne a pu se fondre dans une certaine interaméricanité, si l'identité québécoise a pu se fondre dans une certaine interaméricanité également, puis le faire si rapidement, c'est qu'il y avait une foule de liens qui existaient déjà. Il y avait des liens entre les centrales syndicales ici et les centrales syndicales au Mexique et au Brésil. Il y avait des liens entre les mouvements sociaux ici et ailleurs dans les Amériques. Donc, c'est sur ces liens antérieurs que cette conscience, cette identité est construite. Elle n'est pas construite dans le vide. Donc, il y a un prolongement ici. C'est ce qui permet de comprendre la vitesse avec laquelle les mobilisations vont pouvoir se retourner après l'échec de l'ALENA, tout de suite se reconvertir et aller vers la refondation d'alliances à la grandeur des Amériques. Et les deux grands réseaux, un réseau au Canada et un réseau au Québec, vont assez rapidement intégrer l'Alliance sociale continentale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est créé depuis le vide, là, ex nihilo. C'est quelque chose qui vient comme une espèce de prolongement de mobilisations antérieures. Et c'est d'autant plus important de le souligner que déjà au niveau de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, on avait assisté à cette convergence entre 4 coalitions. Canada, Québec, États-Unis, Mexique. Donc, il y avait déjà cette ouverture sur les Amériques, de telle sorte que l'ouverture des Mexicains et des États-Unis vers les Amériques va aussi entraîner l'ouverture du côté des deux coalitions canadiennes et québécoises.
Donc, c'est une identité qui n'est pas créée de rien, c'est un approfondissement d'une identité qui existe déjà. Mais ce qu'il faut voir, par contre, c'est que cette identité va connaître un temps d'arrêt assez prononcé avec l'échec ou la victoire citoyenne, l'échec politique, mais la victoire citoyenne sur le projet de Zléa en 2005, parce que là, on va assister à une coupure assez forte entre le Nord et le Sud, et une coupure qui va se déplacer, une coupure qui va faire que c'est le Sud. C'est l'Amérique du Sud, à l'heure actuelle, qui s'en va vers un projet de plus en plus radical d'intégration qui est plutôt animé d'idéaux sociodémocratico-socialistes, alors que le Nord, et quand je pense au Nord, je pense surtout au Canada, États-Unis, Mexique, peut-être aussi le Québec, s'en va vers la droite de l'échiquier politique. Donc, il y a une énorme cassure là, entre le Nord et le Sud du continent. Et l'originalité de cette cassure, c'est qu'elle ne passe plus par l'Amérique anglo-saxonne, un petit peu francophone d'un côté, Amérique latine de l'autre, c'est que cette cassure passe par le sud du Mexique maintenant. Vous avez parlé de l'ALENA et on sait on rapporte que sans l'adhésion du Québec à ce traité, le Canada n'aurait pas pu avaliser ce projet puisque le Canada anglais était plus opposé que le Québec. Pourquoi cette nuance importante entre le Canada anglais et le Québec par rapport à l'accord de libre-échange? Je souris quand vous posez la question parce que ça, c'est la question qui est posée dans l'univers anglophone au niveau canadien. Comment se fait-il que le Québec nous ait infligé ce libre-échange? C'est que nos petits camarades canadiens ont la mémoire courte. Et ils ne se souviennent pas de la stratégie qui était menée à l'époque, dès les années 84-85, quand c'était arrivé au pouvoir, le gouvernement Mulroney, qui a eu le génie, pardonnez-moi l'expression, de mener en parallèle une double stratégie. La stratégie d'ouverture des négociations de libre-échange, le sommet Shamrock à Québec en mars 1985, mais en même temps le projet de réintégration du Québec dans la Confédération. Et alors là, l'idée, c'était, en faisant les deux, bien sûr, le gouvernement Mulroney a beaucoup séduit les Québécois, de telle sorte que quand on a eu sa fameuse élection sur l'accord de libre-échange en 88 ou 89, ma mémoire défaille, et cette élection-là a été emportée grâce au Québec, mais pas parce que le Québec était nécessairement pro-libre-échangiste, mais surtout parce que c'était dans la foulée de l'accord de Charlottetown, etc., donc la réintégration du Québec dans la Confédération. Ça, c'est la première raison. Il y a une petite mise au point à faire là sur cette stratégie qui explique les votes conservateurs qui ont été donnés par Québec. L'autre raison, alors celle-là qui est plus proche de la raison évoquée par nos amis canadiens, c'est que, bien sûr, au Québec, à l'époque, l'opposition au libre-échange, y compris l'opposition à l'ALENA, est très faible. Pourquoi? Parce que les principaux partis politiques en place, le Parti libéral et le Parti québécois, le Parti libéral du Québec, on se comprend bien, et le Parti québécois, le Parti libéral, d'ailleurs, qui a une position sur ça qui est contraire à celle qu'on a au niveau fédéral. Au niveau fédéral, le gouvernement de l'opposition, menée par Jean Chrétien, est contre l'accord de libre-échange. Il va bien sûr changer d'idée en arrivant au pouvoir, mais il est contre. C'est le Parti libéral du Québec, et Bourassa en particulier, qui est pour. Donc, les deux partis, étant pour, bien sûr, l'opinion publique est emportée par ça, et l'opposition au libre-échange, le premier bilatéral et le second trilatéral est assez faible. Je me souviens très bien que ce n'est pas facile à ce moment-là d'essayer de trouver des arguments porteurs pour contester le libre-échange. L'idée étant, au fond, dans la meilleure des hypothèses, ça ne peut pas être nuisible, et dans la pire des hypothèses, si ça parvient à casser le Canada, c'est une bonne chose, parce que ça vient quelques années après le premier référendum qui a été perdu, pour se souvenir de ça, et que l'idée d'essayer de sauver le Canada autour de cette question de libre-échange est une idée qui est très mal reçue par les milieux nationalistes au Québec. Donc, il y a 2 ou 3 raisons qu'il faut mettre en place là, pour comprendre un peu cette idée que, oui, les Québécois vont se lancer dans le libre-échange, puis ils vont se lancer de manière d'autant plus forte que si les nationalistes canadiens trouvent que c'est une chose qu'il ne faut pas faire, pour être nationaliste québécois, c'est précisément ce qu'il faut faire. Vous dites que le 11 septembre a transformé le dossier de l'intégration économique des Amériques. Dans quel sens cette réorientation s'est-elle faite? C'est parce que c'est pas seulement ça. Je donne un cours sur la mondialisation là, qui porte essentiellement sur toute la période depuis la fin de la guerre froide, donc si on veut 89 et après pour faire vite. Là. Et plusieurs auteurs, plusieurs historiens, politologues, sociologues et autres là, prennent acte du fait qu'il y a 2 périodes dans l'après-guerre froide. Il y a 89-2001, puis il y a 2001 aujourd'hui.
Donc, 2001 introduit une cassure très importante aux États-Unis, dans la façon de fonctionner, dans la stratégie, la géopolitique aux États-Unis va être transformée considérablement. À partir de 2001, pour le dire assez rapidement, là, les États-Unis vont, à toutes fins utiles, abandonner leur présence dans les Amériques. C'est ce qu'on appelle en anglais « the benign neglect », la négligence bénigne, qui fait que ça va être d'autant plus facile pour les gouvernements de passer à gauche en Amérique latine dans les années subséquentes que les États-Unis, la Maison-Blanche, ne se préoccupent pas tellement de l'Amérique latine. Ils vont devenir obsédés par le Moyen-Orient, puis ils préparent la guerre en Irak. Donc, il y a là une espèce de moment un peu spécial qui nous oblige à tenir compte de 2001 et surtout des conséquences de 2001. Les conséquences de 2001 sur les Amériques, elles sont doubles. C'est la politique qui va être dévoilée par le président Bush à l'automne 2002. C'est la nouvelle loi commerciale du mois d'août 2002 qui réoriente la stratégie commerciale des États-Unis. Et on voit tout de suite, là, dès 2002 surtout, que les États-Unis se préparent à faire leur deuil du projet des Amériques. Ils essayent de négocier avec le Brésil en particulier, qui est très opposé, mais ils n'y parviennent pas. Ils sont pas. C'est comme s'ils n'avaient plus le cœur à l'ouvrage de travailler ce dossier des Amériques. Ils sont vraiment monopolisés et obsédés par le Moyen-Orient, par l'Irak, et surtout sur le plan intérieur par cette idée de sécurité, de sûreté intérieure qui vont introduire cette dimension de sécurité et de sûreté dans tous les accords de libre-échange déjà existants. Donc, ceux qui négocient avec le Canada et le Mexique. Donc, la question du reste des Amériques apparaît comme de plus en plus une question hors sujet, morte. Pour l'année 2001, il y a 3 événements marquants. On a parlé de la SLEA du 11 septembre, mais vous dites aussi qu'il y a eu le Sommet de Québec. Pourquoi le Sommet de Québec est-il un événement important lors de cette année? Bien, le Sommet de Québec, c'est le moment fondateur de la mobilisation à l'échelle des Amériques. Alors que j'ai mentionné tout à l'heure que la négociation se mène à 2 acteurs, hein, l'acteur gouvernemental d'un côté et l'America's Business Forum qui est là, qui se réunit un peu avant les négociateurs officiels et dont les résolutions sont acheminées sur la table des négociations. Donc, il y a vraiment un va-et-vient très intéressant et très important parce qu'il y a un effet utile de la mobilisation des gens d'affaires sur le dossier des Américains. C'est leur recommandation qui passe à la négociation. Alors, à ce moment-là, le reste, comme j'ai dit tantôt, tous les autres acteurs sociaux sont placés à l'extérieur du processus. Dès le moment de la fondation de l'Alliance sociale continentale en 1997, l'année subséquente, il y a le 2e Forum des Amériques à Santiago du Chili. On assiste à la convocation du premier sommet des peuples des Amériques. Alors là, converge vers Santiago, un peu avant, hein, c'est un peu la stratégie, là, un peu avant la tenue du sommet officiel, d'avoir un sommet social, qu'on a appelé le sommet des peuples, et qui, lui, débat des principaux enjeux et qui, lui aussi, veut acheminer des recommandations aux négociateurs. Donc, il y a une tentative d'essayer d'établir des passerelles entre les deux. Mais le premier événement, le premier sommet des peuples, est quand même très modeste. Il y a des délégations d'à peu près tous les pays, mais c'est des délégations très réduites, de telle sorte que c'est le sommet subséquent, celui qui va avoir lieu à Québec, donc qui est le 3e sommet officiel des Amériques, en avril 2001, qui va être précédé immédiatement du 17 au 21 avril du sommet des peuples des Amériques, le 2e, mais de loin le plus important, même plus important que ceux qui vont venir par la suite. Pourquoi le plus important? Bien parce que d'abord, ça se passe au nord. C'est très rare que les négociations se passent au nord. Hein? Et surtout parce que quand ça se passe au nord, ça se passe souvent assez loin, hein? Assez loin des terres habitées, comme on va le voir dans d'autres négociations. Donc, ça se passe dans la ville de Québec. Et du coup, il y a une mobilisation très forte qui est menée à l'intérieur même du Québec pour aller vers ce moment-là. Il y a en même temps, ce qu'on sait beaucoup moins, des sommets parallèles qui sont organisés dans plusieurs villes des Amériques. Donc, il n'y a pas nécessairement tout le monde qui converge vers la ville de Québec. Il y a des événements qui sont convoqués, oui, en même temps. Et donc, tout ça fait qu'à cause de l'importance de la mobilisation, à cause de l'importance de la négociation au moment où on va se parler à Québec, à cause du début d'un certain nombre, une petite fracture parmi les représentants officiels à Québec, Hugo Chavez est là. C'est le seul qui se dit contre la SLEA, mais on voit déjà qu'il y en a d'autres qui commencent à le louvoyer. Les gouvernements des États-Unis est pressé d'aller très vite dans ce dossier-là parce qu'il craint qu'à la fin du régime de Cardoso au Brésil, si c'était, comme ça s'annonce, comme ce sera le cas d'ailleurs, Lula qui devait l'emporter, qu'il y aurait des difficultés à négocier. Donc, on essaie d'aller très vite à Québec. Et tout ça fait que Québec est un grand moment, là,
dans la négociation des Amériques. D'autant que Québec va servir de relais à une autre mobilisation dont on n'a pas beaucoup parlé et qui va être l'atterrissage du Sommet de Québec à La Havane en novembre 2001. Donc, 3 événements, si on veut, oui, en 2001, mais au fond, il y en a 4, parce que le janvier 2001, c'est le premier Forum social mondial, où il sera déjà question de la zone de libre-échange. Le Sommet de Québec en avril 2001, on fête son 10e anniversaire cette année. Novembre 2001, la première rencontre de lutte contre la zone de libre-échange à La Havane, et entre les deux, bien sûr, septembre 2001. Donc, il y a ces 4 événements là, autour de cette année 2001 qui sont très importants, mais de ces 4, les 2, le Sommet de Québec et la première rencontre de La Havane, se situent dans le prolongement l'un de l'autre. Alors, ce qui est arrivé, c'est que la rencontre de La Havane devait servir à renforcer l'effet du Sommet des peuples à Québec à la grandeur des Amériques. Et c'est de fait ce qui est arrivé. Donc, ce n'est pas seulement Québec, c'est tout de suite la retombée de Québec dans la mesure où Cuba n'est pas partie de la négociation. Mais le président Fidel Castro de l'époque trouve que c'est important pour se faire un capital politique, pour se donner un rôle à l'intérieur de l'opposition dans les Amériques, de reprendre cette opposition-là, puis de l'amplifier à la grandeur des Amériques. Et c'est ça, bien sûr, qui va donner le coup d'envoi à la mobilisation là, à une très grande échelle dans les Amériques. Donc, 2 événements, en fait, Québec et tout de suite après La Havane. Dans votre livre, il y a un tableau en particulier qui fait la comparaison entre le Forum social mondial et le Forum économique mondial de la même année. Au Forum économique mondial de 2003, on comptait 2200 participants et 5000 policiers ou soldats pour encadrer l'événement. Et au Forum social de la même année, 100 000 participants, mais seulement 50 policiers ou soldats pour encadrer l'événement. Pourquoi cet écart logistique? Donc ça, c'est amusant comme tableau, hein? Puis non seulement ça, c'est que quand on était là, on pouvait les compter, puis je ne suis pas sûr qu'il y en avait 50. Bon, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas les mêmes enjeux. Le Forum économique mondial et sa 34e réunion convoquée à ce moment-là, il y a une mobilisation de plus en plus forte qui se fait contre les forums économiques mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de décisions fortes qui sont prises là. Donc, il y avait l'anti-Davos déjà qui existait longtemps, pas quelques années avant même la convocation du premier Forum social mondial. Donc, il y a une très forte mobilisation contre les forums économiques mondiaux qui se tiennent à Davos, essentiellement parce que les forums économiques mondiaux apparaissent comme une espèce de réunion occulte. Non occulte dans le sens où il s'y passe des choses occultes. Pas parce qu'elle est occulte, elle est connue, tout le monde la connaît, mais il s'y passe des choses occultes, dans la mesure où il y a des décisions là qui sont prises, qui sont très importantes pour la suite des choses, mais les citoyens sont placés à l'extérieur, et s'ils veulent intervenir, il faut avoir beaucoup de policiers pour empêcher que ça se passe. Bien sûr, le Forum social mondial qui peut être contre ça, il n'y a pas d'adversaire sur le terrain à Porto Alegre. C'est encore beau qu'il y ait 50 flics, il n'y a même pas besoin d'en avoir un seul. Parce que, bon, c'est essentiellement pacifique comme événement. Il n'y a rien de confrontationnel là, d'autant que la mairie de la ville de Porto Alegre avait donné des sous pour faciliter l'organisation de l'événement. Même chose au niveau de l'État au Brésil. Donc, il n'y a pas d'enjeu, là. Donc, d'un autre côté, vous pouvez le lire à l'envers aussi, hein. Ça veut aussi dire que il ne se passe pas grand-chose au Forum social mondial, mais qu'il se passe quelque chose de très important au Forum économique mondial. Et c'est pour ça qu'on le protège. Et on peut le lire de cette façon-là aussi. S'il y a 5000 flics au Forum économique mondial, c'est que les vraies décisions se prennent au Forum économique mondial, puis on ne veut pas que les gens le sachent ou que les gens s'y impliquent, alors qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises au Forum économique mondial, donc il n'y a pas besoin de flics là. On remarque une tendance à l'opacité et on ne publie pas les textes et on n'est pas très clair sur les enjeux en tant que tels qui sont... Bien, ça, j'ai quand même mentionné dans le bouquin, il y a une victoire citoyenne très importante du Sommet de Québec, c'est l'idée que, dorénavant, les textes devraient être diffusés. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que même dans la négociation qui a lieu à l'heure actuelle de l'accord commercial global Canada-Union européenne, le texte est disponible avec un certain décalage, mais le texte est disponible. Or, ça, c'est assez important de le souligner, c'est qu'avant qu'on obtienne la diffusion des brouillons d'accords, on disait que c'était impensable de le faire. Or, par la suite, cela s'est fait. Bien sûr, avec un certain décalage, c'était des vieux brouillons qu'on avait, mais je pense qu'il y a à ce niveau-là une très importante victoire citoyenne. Et c'est ça, d'ailleurs, qui a permis, en quelque sorte, d'accroître la formation et l'information sur les effets du libre-échange, justement à partir de ce brouillon d'accord, avec le funeste chapitre 11, ou l'équivalent, négociations sur les investissements, etc. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a là quelque chose de très important qui s'est produit au niveau de victoire citoyenne. Donc, il y a eu un effet utile qui a été l'idée qu'on diffuse désormais les brouillons d'accords de libre-échange en cours de négociation.
Dans plusieurs de vos livres, vous parlez des droits collectifs et de leur asymétrie par rapport aux droits individuels. Pourquoi une asymétrie entre les deux? Mais d'abord, qu'est-ce que les droits collectifs? Parce qu'il y a deux choses qui se passent là. Il y a, à l'intérieur d'une déclaration, et surtout de la Déclaration de 1948, la Déclaration universelle de 1948, il y a des droits individuels, c'est-à-dire les droits politiques du citoyen, droit de vote, le droit civil individuel, le droit de négocier des contrats, d'avoir des propriétés, etc. Et il y a d'autres droits qui sont des droits collectifs ou sociaux, donc les deux termes s'appliquent, qui sont des droits qui ne sont pas individuels, ceux-là, qui exigent l'intervention de la puissance publique. C'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est tout un ensemble de droits qui visent à redistribuer le revenu, la richesse, etc. Donc on les appelle sociaux, mais ils sont essentiellement collectifs, essentiellement parce que ce sont des droits qui s'adressent à un ensemble, à une population qu'on veut éduquer, qu'on veut maintenir en santé, etc. Pourquoi c'est plus difficile? Bien parce que ces droits-là, je viens de donner la différence. Les droits, on dit souvent, on prend cette thèse d'un philosophe anglais, on dit souvent que les droits civils et politiques sont des droits négatifs. C'est-à-dire que ce sont des droits pour lesquels l'État doit se placer en retrait. Il laisse les individus faire. Il laisse les individus voter, il laisse les individus négocier des contrats, puis faire avancer, faire fructifier leurs propriétés. Les autres droits sont des droits positifs en ce sens que l'État doit intervenir pour pouvoir sanctionner des droits sociaux, droit à la santé, droit à l'éducation, etc. C'est pour ça que le terme social ou le terme collectif essaie de désigner cette idée que ces droits n'existent qu'à la condition que la puissance publique intervient pour les faire sanctionner. Bon. Alors là, maintenant, on comprend tout, là. On comprend la difficulté. Dans la mesure où il y a, dans une déclaration comme la Déclaration de 48, deux types de droits, des droits individuels, des droits négatifs, des droits positifs de l'autre, ce qui va arriver, d'ailleurs, au niveau historique, c'est qu'on va avoir deux pactes. On va avoir des pactes de droits civils et politiques et des pactes pour les droits sociaux. Les États-Unis, pour prendre un cas emblématique, vont bien sûr signer le pacte des droits civils et politiques, ne signeront jamais à ce jour le pacte sur les droits sociaux culturels. Pourquoi? Parce que si on ne veut pas que l'État intervienne, si l'État est le mal, comme on l'avait défini Reagan, là, si c'est le problème, on ne veut surtout pas avoir de droits collectifs, d'avoir de droits sociaux. Donc, c'est ce qui explique la difficulté de sanction des deux. Le titre de votre livre, « Gouvernance, théorie et pratique ». Le mot « gouvernance », c'est quand même un mot récent dans le vocabulaire démocratique. Qu'est-ce que la gouvernance? Et vous voulez faire ça en moins d'une heure? 55 minutes dans ce cas-là. Ah, bon. Commençons avec un petit cours d'histoire très rapide, là. La notion de gouvernance ou gouvernabilité, tout ça, naît dans les années 75 autour d'un rapport qui s'appelle « La crise de la démocratie ». Et alors là, on remet en cause les façons classiques de faire des gouvernements. On dit les gouvernements interviennent dans l'économie, dans la société, les gouvernements ne font qu'intervenir, il faut arrêter ça. Il faut que les gouvernements arrêtent d'intervenir. Il faut donc qu'on pense à quelque chose, d'autres formes de gouverne qui ne soient pas un gouvernement. Parallèlement à ça, vous avez au niveau de la gestion, au niveau micro, au niveau des entreprises, une contestation des modes classiques de faire de la gestion. Le mot gouvernance arrive pour essayer de rendre compte de nouvelles façons de gérer, au sens plus général, qui soient ni le gouvernement au sens classique du terme, ni la gestion au sens administratif classique du terme. Une nouvelle façon, nouvelles innovations, qui vont appeler, par exemple, d'autres acteurs, qui vont appeler à une nouvelle forme de décentralisation, qui vont appeler à des nouvelles façons de faire, des nouveaux objectifs. Donc, la notion de gouvernance, c'est une espèce de passe-partout, une espèce de notion fourre-tout qui vise essentiellement à faire ça, innover dans la façon de gouverner. Alors, pour le bien ou pour le mal, bien sûr, de faire de manière à être ouvert pour être plus transparent, mais aussi le faire de façon à être ouvert en étant moins transparent. Donc, la notion de gouvernance, elle appelle, d'où les sous-titres, des théories. Il y a des théories de gouvernance, il n'y en a pas qu'une. Des théories de gouvernance selon que vous fonctionnez à l'intérieur du schéma de la Banque mondiale, la notion de bonne gouvernance d'un côté, vous faites la critique de la notion de bonne gouvernance. Une nouvelle critique, nouvelle théorie, nouvelle pratique au niveau micro, nouvelles innovations en entreprise,
Hein, ce qu'on avait appelé, ce que les régulationnistes ont bien mis en lumière à l'époque, là, tout ce qui est le toyotisme, là, la responsabilisation des équipes de travail. Essayer de sortir de cette logique qui fait qu'une administration, pour croître, doit nécessairement impliquer plus de personnel. C'était ça la logique historique. Mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une administration qui devient plus efficace avec moins de personnel? Même façon au niveau des gouvernements. Hein? Donc, la notion de gouvernance qu'on couvre large, et c'est cette exploration-là qu'on a voulu faire dans l'ouvrage, en allant chercher des exemples les plus hétéroclites. Par exemple, au niveau des zapatistes, il y a une analyse critique qu'on peut faire de la gouvernance zapatiste, une analyse critique que l'on peut faire de la e-governance, c'est-à-dire le gouvernement en ligne tel que l'applique, par exemple, le gouvernement Chavez à l'heure actuelle, ou une vision plus, comment dirais-je, plus émancipatrice de la notion de gouvernance ou de citoyenneté en ligne. Ça, c'est un article de Tesoro dans le truc, là, dans le collectif. Donc, une gouvernance autochtone. Hein? Donc, il y a toutes sortes de façons d'envisager la notion de gouvernance au niveau micro ou au niveau macro. Mais dans votre livre, vous parlez aussi des effets de la libéralisation économique sur les conditions de travail des femmes, non? Bien, oui, mais ça, c'est un projet, ça, c'est un projet qu'on a mené depuis assez longtemps. C'est un projet qui est subventionné CRSH, que je mène avec l'Institut de recherche et d'études féministes. C'est un projet sur les effets de la libéralisation, sur les conditions de travail et d'emploi et de vie des femmes. Mais ça se continue, ça. C'est un projet qui continue. On est en train de le parachever à l'heure actuelle en faisant une étude de terrain d'une grande multinationale de la distribution. Mais ça, c'est un projet qui est maintenu. Et il y a 2 textes qui ont été produits au cours de l'histoire de ce projet-là, qui se retrouvent dans ce collectif, effectivement, sur les mouvements de femmes au Canada et au Québec surtout, et sur la politique au Québec, oui. Est-ce que c'est une stratégie dans votre cas, là? Vous faites toujours des livres qui impliquent une fin, c'est pour trouver un éditeur plus facilement? Je ne sais pas si c'est ça. Alors, je disais, celui-là, c'est le 3e en ligne. Non, parce qu'on avait commencé cette idée de travailler la notion de gouvernance dans un truc qui s'est appelé Main basse sur l'État. Hein, à partir des partenariats privés-publics au Québec et en Amérique du Nord. En 2005, on avait fait ça. Ça avait été suivi par un livre qu'on avait fait en espagnol sur la gouvernance, gobernabilidad y democracia en las Américas, qu'on avait publié en Équateur en 2007, qui était un collectif. Et celui-ci, c'est un 3e du genre, un collectif qui est né d'un colloque qu'on a tenu à l'ACFAS. Monsieur Brunel, la question finale, peut-être pas la dernière question qu'on va vous poser dans votre vie, mais sans doute la question finale de cette entrevue. Où en sommes-nous aujourd'hui dans l'intégration des Amériques? Ce qui est intéressant, c'est de juxtaposer ce qui se passe au Sud. Mais quand je dis le Sud, c'est l'Amérique du Sud et le Nord, c'est-à-dire les 3 pays d'Amérique du Nord. Bon. Alors, regardons le Sud. Le Sud est de plus en plus en train de mettre en place un processus d'intégration qui est beaucoup plus fort que ce qu'on avait par le passé. Par exemple, à l'intérieur de schèmes comme le Mercosur, etc. Là, on s'en va vers, par exemple, dans le projet d'UNASUR, donc Union des Nations d'Amérique du Sud, on s'en va vers une intégration de 12 des 13 pays d'Amérique latine, bien sûr, d'Amérique du Sud. Le 13e, on n'en parle pas, c'est la Guyane française qui est dans la zone euro, elle. Donc, est en Europe, la Guyane française. Mais les 12 autres sont en Amérique latine, en Amérique du Sud, et ces 12-là se rapprochent de plus en plus. Est-ce que ça va aller aussi loin que là où on pense aller? Est-ce que ça va aller vers la mise en place d'une forme d'intégration qui va ressembler à l'intégration qu'on a en Europe à 27? C'est ce que plusieurs souhaitent. Mais bien sûr, avec tous les dangers qui peuvent poindre dès qu'il y a un régime qui change et qu'il y a un acteur qui ne veut plus jouer le jeu de cette intégration-là. Mais quand on regarde parallèlement au Nord, les 3 d'Amérique du Nord, alors là, c'est très intéressant ce qui est en train de se produire. Est-ce qu'on va vers une plus grande intégration en Amérique du Nord ou si on va vers une désarticulation? C'est beaucoup plus difficile d'entrer aux États-Unis à l'heure actuelle que ça l'était il y a 5 ou 10 ans. Même chose du côté de la frontière Mexique-États-Unis. On met en place une muraille entre les 2 pays. Et la question se pose de savoir si, sur le plan de l'intégration, l'Amérique du Nord existe encore. Et alors là, on a un processus qui est un peu inverse de celui qu'on a en Europe d'un côté et qu'on a en Amérique latine, en Amérique du Sud de l'autre. Et je pense que ça, c'est une chose à suivre parce que un des effets de ça, de cette difficulté d'intégration Canada-États-Unis, c'est une transformation en profondeur de l'économie politique canadienne à l'heure actuelle. Le Canada a de plus en plus de difficultés à exporter ses marchandises, d'exporter ses produits aux États-Unis. La crise de 2008-2009 aux États-Unis, qui a entraîné une chute très brutale du secteur de l'automobile, a eu des effets catastrophiques au Nord. Là, on a relancé le secteur de l'auto aux États-Unis. Le secteur au Canada ne va pas tellement bien, pas tellement pris par cette relance-là. D'où
D'où la stratégie du gouvernement conservateur à l'heure actuelle de modifier de fond en comble l'économie politique canadienne en misant désormais surtout sur l'exportation de matières premières et de produits énergétiques. Et alors donc, du coup, de renforcer l'intégration dans ces secteurs-là, parce que ce n'est pas des secteurs qui sont soumis à des contrôles douaniers comme les secteurs manufacturiers, et le Canada laisserait tomber, de manière relative en tout cas, son développement dans le secteur manufacturier. Cette modification-là est fondamentale et a des effets d'un bout à l'autre de l'espace canadien, y compris au Québec. Regardez la stratégie de développement d'Hydro-Québec à l'heure actuelle. Prendre l'électricité et l'envoyer directement aux États-Unis, qui est tout à fait contre l'esprit et la lettre de ce qui a été fait dans ce qu'on appelle joliment la Révolution tranquille. Parce que là, l'idée, c'était de produire plus d'électricité pour attirer des entreprises sur place, des entreprises énergivores sur place. Là, à l'heure actuelle, on envoie ça tel quel. Même chose pour le pétrole, même chose pour le gaz. Donc, on deviendrait une économie qui ressemblerait beaucoup plus à une économie de la rente et beaucoup moins à une économie qui serait fondée sur les valeurs ajoutées des produits. Donc ça, c'est une transformation assez colossale dans l'espace canadien. Il faudrait voir maintenant ce que ça induit comme transformation au Mexique de l'autre côté. Donc on imagine que c'est le futur projet de recherche de vos 10 prochaines années de carrière? Au moins. Non, le prochain projet, c'est de refaire de refaire des rives globales, mais d'en faire un pavé sérieux. Ah, c'était pas sérieux, la première Le premier version. était sérieux, mais trop court. Okay. Donc, le deuxième va être sérieux et lourd. Monsieur Brunel, vous étiez avec nous aujourd'hui pour parler surtout de votre livre, Chronique des Amériques, qui est la compilation de toutes les interventions que vous avez faites sur le sujet de l'intégration des Amériques. Il y avait une chose que je voulais dire, c'est que quand on regarde des livres, on les regarde toujours comme si c'était des livres qui étaient faits très séparément. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai parfois l'impression qu'il y a une ligne éditoriale qui ne change pas tellement d'un livre à l'autre. Et que très souvent, dans ceux que j'ai faits, en tout cas, il y a un livre qui répond à l'autre ou qui reprend l'autre. Je vais donner un exemple. Quand j'avais fait Dérive globale en 2003, le dernier chapitre de Dérive globale portait sur la mobilisation. Et en particulier, ce que j'avais derrière la tête, mais je ne l'ai pas suffisamment développé là, c'est la mobilisation dans les Amériques. On est en 2003. En 2005, le projet est péri, et donc tout le matériel que j'avais accumulé pour faire la suite, pour faire la Chronique des Amériques, est en quelque sorte la suite de Dérive globale. Et je me rends compte comme ça qu'il y a plusieurs livres qui se répondent d'une époque à l'autre. C'est-à-dire qu'on finit un livre, puis, dans mon cas en tout cas, on demeure assez insatisfait parce que l'histoire n'est pas finie. Et alors, le livre, lui, bien sûr, il arrive à sa fin, mais il appelle une suite. Et la suite, on la met rarement de manière explicite, mais dans ce cas-là, elle est assez frappante. Dans mes yeux, en tout cas, c'est assez frappant. Donc, et ça arrive pour plusieurs choses. Par exemple, j'avais fait un livre avec Christian Debloc en 1989 qui s'appelait « Le libre-échange par défaut ». On a fait suivre ça en 1994-2004 d'un livre, les 10 ans de l'ALENA, qui s'est appelé « Le libre-échange en défaut ». Mais c'est deux choses tout à fait différentes, mais le second, répond au premier. Par défaut, on est allé vers le libre-échange parce qu'on n'avait pas d'autre politique, mais quand on fait l'analyse du libre-échange après 10 ans d'ALENA, on se rend compte que c'est en défaut, c'est-à-dire que ce n'était pas le bon projet. Et donc, je trouve que cette idée de répondre est quelque chose qui est assez important dans la carrière d'un auteur. Ce qui s'est passé sur les indices boursiers. Maintenant, ce qui se passe dans les entreprises puis ce qui se passe dans l'économie, on s'en fout. C'est l'indice boursier qui est devenu la réalité. Pour terminer cette émission, nous nous entretenons avec Gaétan Breton, professeur au département des sciences comptables de l'UQAM, qui a contribué dans le livre « La bourse contre la vie, dérive et excroissance des marchés financiers ». La bourse est tellement... On l'a fait fonctionner parce que comment fonctionne-t-elle et ce qu'on en dit, c'est deux choses. Mais on l'a décrit d'une manière tellement irrationnelle. Je me rappelle, un moment donné, au début du mois d'août, mais ça aurait pu être n'importe lequel, on annonce à la télé, justement aux nouvelles, que les cours boursiers ont baissé parce qu'on a annoncé le degré de confiance que les investisseurs avaient eu en juillet et que les investisseurs, le 10 ou 11 août, en voyant qu'ils n'avaient pas eu confiance en juillet, ont perdu confiance le 11 août. C'est logique, ça? Bon, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on nous la raconte, et c'est comme... Puis après, on s'étonne que personne ne comprenne rien. Souvent, quand les gens... Je dis ça aux gens souvent.
Si vous ne comprenez pas, là, les gens ont tendance à dire « Ah, ben, c'est parce que moi, je connais pas assez ça, c'est parce que moi, j'ai pas de formation. » Non, non. Souvent, si vous comprenez pas, là, c'est parce que la manière dont c'est présenté, c'est illogique, il n'y a rien à comprendre. Okay? Moi, je dis souvent à mes étudiants, dans une classe, il y a un prof de marketing qui est en train d'enseigner qu'on peut vendre n'importe quoi à n'importe qui si on joue sur ses sentiments. Puis dans la classe d'à côté, il y a le prof de finance qui dit que le marché est efficient, puis que tout le monde sait toujours tout, puis que tout le monde fait toujours les choix optimum compte tenu de sa courbe d'utilité. Moi, je n'ai... Puis après, les mêmes étudiants ayant suivi les 2 cours, on leur dit, ben là, intégrez ça ensemble. Puis on s'étonne qu'il y ait de la misère. Moi, je dirais plutôt, faites un trou dans le mur, puis demandez donc aux 2 profs de se parler un peu. Ça aurait peut-être plus de... Ça aiderait peut-être plus aux étudiants à être capables d'intégrer quand ils sortiraient des 2 cours. On vient de parler du marché comme d'une institution rationnelle. Le marché doit être soutenu par une concurrence saine et vigoureuse. Qu'en est-il de la concurrence dans l'économie de nos jours? Le problème, c'est que le marché n'est pas soutenu. Le marché, c'est le lieu de la concurrence. Sans concurrence, pas de marché. Bon, mais plus loin que ça, parce que quand il y a marché et qu'il y a concurrence, la phrase suivante dans n'importe quel livre d'économie, c'est que le profit est au minimum. Parce que tant qu'il y a du profit dans un secteur, il y a des nouvelles compagnies qui arrivent. Et à ce moment-là, le profit finit par être à zéro, sauf, pour la technologie, ben, on ne rentrera pas là-dedans. Alors, quand vous avez un secteur où les profits sont très élevés et que tout le monde fait des profits élevés, prenons le secteur pétrolier, bon, il y a là une indication claire qu'il y a un cartel quelque part, qu'il y a un consensus. Ils n'ont pas besoin de se téléphoner, là, qu'il y a un consensus sur la fixation des prix. Parce que s'il y avait concurrence, il y a quelqu'un qui baisserait ses prix pour attirer les gens, l'autre ferait pareil, et puis on arriverait à ce niveau dont les économistes anciens parlaient. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise le mot marché à tort et à travers dans des secteurs où les profits sont de plus en plus élevés. Alors, qu'est-ce qui reste des marchés? Pas grand-chose. Quand on regarde les taux de profit de certains secteurs aujourd'hui, il faut se rappeler de quoi on parle à la base et c'est quoi les règles qui font que ces choses-là fonctionnent. Mais, moi je dis, le marché, en dehors des discours des gens qui ont intérêt à nous faire croire qu'il y en a, j'en vois pas beaucoup. Le marché ne marche pas beaucoup. Vous utilisez une formule que vous n'êtes pas le seul à utiliser de nos jours. Vous parlez d'une privatisation des profits et d'une socialisation des pertes. Pourquoi en arriver à cette formule? Ben, on a eu un exemple récemment. Quand le gouvernement parle de faire un fonds d'indemnisation des investisseurs floués, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, si ça marche vos affaires, vous partirez avec le profit, mais si ça marche pas, on va socialiser les pertes. T'sais, on va mutualiser les pertes. Mutualiser les pertes, ça s'appelle prendre une assurance. C'est ce qu'on fait dans tous les secteurs quand on prend des assurances. Et d'ailleurs, l'économie est basée beaucoup là-dessus en ce moment, puisque toute l'économie virtuelle, quelque part, c'est des polices d'assurance sur les fluctuations des monnaies. Donc, on est dans un système où tout le monde vend des assurances, mais l'assurance, ça augmente le prix des biens aussi, là. Faut pas ça. Bon. Mais pour en revenir à ça, c'est donc ce qu'on fait tout le temps, c'est ce qu'on fait aux États-Unis. Quand les 2 grandes banques où la crise a commencé ont annoncé 2,5 milliards de pertes. Bon, je sais que ça a l'air énorme, 2,5 milliards de pertes, c'est presque le déficit du gouvernement du Québec cette année. Mais pour des banques qui avaient fait des profits de 4 milliards et 5 milliards et 6 milliards les années précédentes et qui ont probablement distribué une dizaine de milliards en dividendes dans les 3 années avant cette perte-là, le problème est là.
Quand il y a des milliards, des dizaines de milliards en bénéfices, on les distribue, puis on n'en parle plus. C'est comme les gens chez GM, là. Quand ça marchait, GM, ils sont partis avec les dividendes. Quand ça marchait plus, ben là, il faut que le gouvernement intervienne pour sauver les emplois. C'est pas notre système économique tel qu'il est décrit, là, puis tel qu'on nous dit qu'il devrait fonctionner, là. Là, quand il y a de l'argent, ceux qui ont la propriété partent avec, puis quand il n'y a plus d'argent, on fait payer les pauvres. On distribue ça sur l'ensemble de la population pour sauver les emplois, supposément. Ça va bien. Monsieur Breton, une question qu'on devrait vous poser aujourd'hui par rapport au régime de retraite. Qui contrôle les régimes de retraite des employés? Les régimes de retraite, d'abord, c'est un phénomène relativement récent, les caisses de retraite avec beaucoup d'argent. Et la question, c'est que c'est pas les bénéficiaires qui gèrent les caisses de retraite. OK? La plupart du temps, c'est les patrons qui gèrent les caisses de retraite. Alors, les patrons placent les caisses de retraite en sous-traitance dans les compagnies, grosses compagnies d'assurance, grosses compagnies de gestion de portefeuille qui gèrent. Donc, ces entreprises-là, ce qu'elles connaissent, c'est les placements boursiers. C'est ça qui, à long terme, jusqu'à récemment, a généré le plus de valeur. Tant que tu n'as pas de crise, ça va. Maintenant, quand la crise arrive, mais si on regarde sur 30 ans, on voit que les augmentations de valeur ont été énormes. Bon, mais qu'est-ce qui arrive aussi avec les caisses de retraite, c'est que, comme c'est les patrons qui les gèrent, les patrons s'en servent aussi. Prenons un exemple au hasard, l'UQAM. Bon, l'UQAM s'est octroyé sur les rapports des actuaires, s'est octroyé des congés de cotisation. Donc, elle a dit, je ne paierai pas dans la caisse de retraite. Les employés aussi, mais les employés, c'est leur argent. OK? Fait que s'il y en a trop, ils peuvent bien arrêter de cotiser. Mais le patron, c'est pas son argent, c'est la rémunération qui est négociée. Donc, il dit, je vais enlever une partie de votre rémunération cette année parce qu'il y a de l'argent en masse dans la caisse de retraite. Puis tout à coup, là, 3 ans après, l'actuaire arrive puis il dit « Oups, on n'a plus d'argent pour faire les indexations, il faut augmenter les cotisations. » Là, ça fait que les gens doivent payer plus cher pour rembourser ce qui a été pris pour financer l'État. Donc, l'UQAM a financé l'éducation au Québec avec l'argent de ses employés dans le fonds de retraite, puis 3 ans après, ils sont obligés d'augmenter les cotisations pour arriver à remplir les obligations qui avaient été prises. Parce que l'actuaire a fait un rapport, comme bien souvent, qui était un petit peu teinté de rose et avec des taux qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Bon, fait que c'est comme... Et ça, c'est arrivé partout, là.